Bonjour, mon nom est Stéphane Roussel, je suis professeur à l'École nationale d'administration publique. Merci beaucoup de prendre quelques minutes comme ça pour écouter cette présentation. La communication porte sur ce que j'appelle les strates historiques de la culture stratégique de la société québécoise. Ça décrit un programme de recherche dans lequel je me suis lancé au cours de la dernière année. Et le but essentiel, l'objectif essentiel de ce programme de recherche est d'expliquer un phénomène que probablement ceux d'entre vous qui sont un peu familiers avec la politique étrangère, la politique de défense canadienne connaissez, à savoir l'existence d'une différence dans l'attitude de l'opinion publique québécoise par rapport à l'attitude des autres Canadiens. C'est une petite différence, elle est généralement plus petite que ce qu'on croit, mais elle est surtout constante. C'est quelque chose que l'on voit cas après cas. Pour illustrer un peu ce phénomène, j'ai quelques diapositives où on voit, par exemple, l'évolution de l'opposition de la participation du Canada aux missions militaires à l'extérieur de l'ONU. On voit très nettement, à quelques exceptions, mais on voit très clairement que l'opposition est plus grande au Québec qu'ailleurs. Vous pouvez le voir sur d'autres graphiques aussi. Par exemple, l'opposition à la mission en Afghanistan est plus grande au Québec. L'appui à cette même mission militaire en Afghanistan est beaucoup plus solide en Alberta et dans le reste du Canada qu'il ne l'est au Québec, et ainsi de suite. On peut, cas après cas, à chaque fois qu'on étudie une intervention du Canada, une intervention militaire du Canada à l'étranger, on voit ressurgir à nouveau cette différence entre l'attitude ou l'opinion exprimée par la société québécoise et celle donc à l'extérieur du Canada. La recherche que je mène actuellement vise précisément à expliquer l'origine de cette différence, ou à tout le moins amener une partie de l'explication, donc quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi ça revient systématiquement dans toutes les observations que l'on fait. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être évoqués. Certains vont parler d'un Québec pacifiste, d'autres vont dire que le Québec et le Canada sont des territoires qui ne sont pas menacés, donc il n'y a pas une tendance à appuyer les options militaires. On va parler du complexe de la petite nation, on peut parler d'une société anti-impérialiste, on peut parler aussi d'une société internationaliste en parlant à la fois du Québec et du Canada. Mais toutes ces hypothèses prises isolément n'expliquent pas la constance de ce phénomène. Et bien souvent, ces explications ne permettent pas de distinguer l'attitude de la société canadienne dans son ensemble de celle de la position adoptée par la société québécoise. L'hypothèse sur laquelle je m'appuie pour mener cette recherche-là est basée sur la mémoire, ou en fait l'histoire du Québec. Et essentiellement, ce que je pose, c'est que les Québécois ou la société québécoise a une histoire qui est sur certains plans, une histoire en particulier politique et militaire, qui est différente de celle des autres Canadiens. Et c'est cette petite différence, donc, historique dans la mémoire, dans la manière dont on se raconte le passé, qui peut expliquer cette différence entre les Canadiens et entre la société canadienne et la société québécoise. Ceci étant dit, il faut reconnaître qu'il y a un phénomène de convergence aussi, c'est-à-dire que si la société québécoise exprime une attitude qui est quelque peu différente de celle d'ailleurs au Canada, il y a néanmoins un phénomène de convergence, c'est-à-dire que on voit que les deux sociétés ou les deux groupes évoluent dans une même direction. Généralement, quand l'appui à une mission militaire augmente au Québec, elle va augmenter aussi au Canada et vice-versa. Donc, il y a certainement une convergence dans les idées que la société québécoise et la société canadienne entretiennent à l'égard des missions militaires. Je parle de missions militaires, mais ça s'applique aussi à bien d'autres manifestations. Par exemple, l'appui aux dépenses militaires, l'appui aux grands projets d'infrastructure militaire. Donc, on voit qu'il y a une convergence entre les deux groupes, mais que cette différence, cette petite différence,
qui se manifeste dans les sondages par une dizaine de points de pourcentage ou une vingtaine de points de pourcentage. Donc, cette différence, elle est constante. Et donc, je pose l'hypothèse qu'en raison d'un passé différent, en raison d'une mémoire différente donc de certains événements passés, la société québécoise va avoir une attitude qui est plus critique vis-à-vis l'usage de la force et vis-à-vis les institutions militaires. Le concept qui est au centre de ma réflexion, c'est celui de culture stratégique. Par culture stratégique, on entend un ensemble dominant, mais stable et cohérent d'idées. Donc, ça peut être des métaphores, ça peut être des concepts, ça peut être des doctrines, ça peut être des références à des leçons du passé. Donc, qui vont déterminer ou qui vont contribuer à déterminer l'attitude d'un groupe à l'égard de l'usage de la force et à l'égard des institutions militaires. Donc, on explore cette série d'idées ou cet ensemble d'idées. Le concept de culture stratégique permet notamment de distinguer ou d'expliquer pourquoi des sociétés qui peuvent se ressembler sur un grand nombre de points vont quand même adopter des attitudes ou des postures différentes en matière de sécurité militaire. C'est aussi une variable qui peut, en fait, un concept qui peut expliquer certains choix politiques des dirigeants. Même si le gouvernement du Québec ne prend pas de décision en termes de sécurité militaire, on voit que les dirigeants canadiens tiennent quand même compte de ce qui se passe et de l'attitude des Québécois. La culture stratégique est souvent aussi un substitut à la connaissance, dans la mesure où, pour bien des citoyens, pour bien des gens, il y a une méconnaissance des enjeux militaires ou des problèmes à caractère militaire. Et les quelques images et quelques concepts qui vont dominer leur réflexion, souvent vont servir à canaliser ou à orienter l'analyse ou l'attitude qu'un citoyen ou qu'un groupe va prendre à l'égard d'une question de cette nature-là. La culture stratégique d'un groupe vient en grande partie, en fait, il y a plusieurs facteurs qui déterminent qu'est-ce qui fait qu'un groupe adopte telle ou telle position. Ça peut être dans les valeurs dominantes dans la société, ça peut être les valeurs aussi qui viennent de l'environnement international et qui influencent ce groupe-là. Mais la plupart des théoriciens de la culture stratégique estiment qu'il y a l'histoire, et plus précisément la mémoire que l'on entretient ou que l'on n'entretient pas des événements passés, va avoir un rôle déterminant dans le contenu de la culture stratégique. Et donc, c'est cette hypothèse sur laquelle je me base. Pour illustrer un peu cette culture stratégique, je la présente ici sous forme d'une pyramide. On voit que l'internationalisme libéral, c'est des concepts sur lesquels je vais revenir tantôt, donc l'internationalisme libéral ou la politique de Lester Pearson qui est basée sur les institutions internationales, sur le droit international, sur le maintien de la paix notamment, qui est l'aspect le plus visible ou le plus connu. Que ces idées internationalistes libérales déterminent largement ou influencent largement la société québécoise depuis 1945. Donc, il y a ce phénomène de convergence avec la société canadienne qui a aussi intégré ces idées internationalistes. Par contre, sous cette strate dominante ou sous cet ensemble d'idées qui domine clairement la société québécoise depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été renforcé surtout au cours des années 60, on retrouve la mémoire de d'autres expériences historiques que n'ont pas vécu les autres Canadiens. Et donc, qui peuvent expliquer la différence ou l'attitude, la petite différence que l'on constate dans l'attitude entre les deux groupes. Je vais vous présenter 3 de ces strates qu'on peut retrouver. D'abord, la culture stratégique de la survivance, donc du milieu du 19e siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Culture stratégique est d'abord, avant tout, marquée par un rejet de l'impérialisme, un rejet des guerres impériales. Sous cette strate, il y en a une autre plus ancienne encore, celle des défaites. La culture stratégique, donc, qui entretient la mémoire de la défaite des plaines d'Abraham et de la campagne de 1759-1760 jusqu'à la défaite des Patriotes en 1837-1838. Donc, cette période historique que l'on entretient, donc, ce qui est associé à des défaites militaires
Défaites qui ne seront jamais compensées par des victoires ou par des événements donc, qui permettent de contrebalancer cet effet-là. Cette culture des perdants ou cette culture de la défaite peut expliquer aussi en partie le fait que la société québécoise adopte une attitude plus critique à l'égard de l'usage de la force. Et tout en dessous, il y a une strate qui, à toute fin pratique, disparue, qui, en fait, doit presque être gommée pour permettre aux autres idées, donc qui constituent la culture stratégique québécoise, d'émerger, c'est la strate de la Nouvelle-France. Il y a très peu de mémoire collective, surtout dans la culture populaire, il y a très peu de mémoire des guerres presque constante de l'époque de la Nouvelle-France, la violence qui était associée. Donc, je reviens brièvement sur ces quatre strates. Vous noterez aussi que ce n'est pas une division qui est originale ou inusitée dans la mesure où elle correspond aux grandes périodes identitaires de l'histoire de la société québécoise. Quand on parle de la Révolution tranquille, on parle d'une société québécoise. À l'époque de la survivance, on parlait d'une société canadienne-française. L'époque du régime britannique, l'époque des grandes défaites, on s'est mis à parler d'une société canadienne et tout en dessous de ça, la société française de la Nouvelle-France. Donc, en termes, si vous voulez, d'identité collective, cette division, elle est somme toute assez classique. Je fais simplement l'appliquer aux questions militaires en particulier. Donc, si je rentre brièvement dans ces différentes périodes, le premier élément qui frappe, c'est que l'époque de la Nouvelle-France a été, à toute fin pratique, oubliée. En particulier, la pratique de la petite guerre, donc cette guerre de guérilla que menaient surtout les descendants des premiers colons français, qui a emprunté beaucoup aux pratiques des Autochtones. En fait, c'est une forme d'application des leçons qui ont été apprises au cours de la période de la Nouvelle-France, qui est tout à fait opposée à la manière européenne de faire la guerre ou les tactiques européennes. Et surtout, c'est une époque qui est extrêmement cruelle. C'est-à-dire que c'est une guerre qui est menée contre des civils. Aujourd'hui, on serait peut-être presque tenté de parler de nettoyage ethnique. Il y a une dimension, il y a des phénomènes de torture et des épisodes d'enlèvement, de scalp. Et pour qu'une société comme la société québécoise puisse embrasser des idées qui laissent une grande place à la paix, que ce soit l'internationalisme libéral ou cette idée du Québec pacifiste, cette période-là doit être oubliée parce qu'elle rentre en contradiction avec les valeurs de la société actuelle. La deuxième période, celle des perdants, la société québécoise s'en souvient beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on cultive soigneusement la mémoire de la défaite de 1759, 1760, la session de 1763, ainsi que les échecs des révoltes des patriotes en 1838. Donc, on a, si vous voulez, autant on a plus la mémoire des guerres et même des victoires menées par les Français et les Canadiens au cours de la Nouvelle-France, autant on cultive cette idée de la défaite et on s'en souvient, c'est un élément qui est très important dans la mémoire collective. Avec le résultat qu'on peut postuler, on peut croire en fait que cette culture de la défaite ou cette culture des perdants est une première explication dans l'attitude critique que la société québécoise peut entretenir à l'égard de l'usage de la force. Donc, on rejette l'option militaire parce que l'option militaire est associée à la défaite. Elle est associée aussi à une humiliation qui est profonde et il y a, si vous voulez, une impossibilité de tirer quoi que ce soit de positif de l'option militaire. La période suivante, c'est celle de la survivance, donc qui va de 1840 jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette idée de la survivance dans laquelle la société canadienne-française se replie sur elle-même, elle se coupe plus ou moins volontairement du reste du monde et elle va survivre malgré donc son caractère de plus en plus minoritaire. Et un moyen qu'elle prend pour survivre, c'est de se tenir éloignée des institutions britanniques. Ça veut dire notamment se tenir éloignée des institutions militaires à caractère britannique.
Il faut naturellement dire que les Britanniques ou les institutions militaires rendent bien aux Canadiens français cette étude dans la mesure où il y a très peu de places qui sont laissées aux Canadiens français dans les institutions militaires du régime britannique. C'est aussi une période qui est marquée par des traumatismes, et en particulier les traumatismes de la crise des crises de la conscription en 1917, 1918 et 1942 et 1944. Et donc, c'est la principale image que l'on retient de cette époque-là. Et là, ce qui reste de la période de la survivance, c'est un sentiment anti-impérialiste. Cette idée selon laquelle la société québécoise, les citoyens québécois n'ont pas à aller se battre pour des intérêts d'une grande puissance, des intérêts étrangers, que ce soit les intérêts britanniques de la fin du 19e siècle avec la guerre des Boers et les deux guerres mondiales, ou encore aujourd'hui des intérêts américains. Cette idée de rejeter le lien impérialiste ou de rejeter les guerres dites perçues comme étant impériales serait un élément qui reste de cette période de la survivance. La dernière période, c'est celle de l'internationalisme libéral. Donc, c'est une approche qui est basée sur des valeurs libérales, où on valorise beaucoup la démocratie, les droits humains, le secours aux opprimés, la justice, une recherche de la justice sociale. Et c'est la position que la société canadienne et le gouvernement canadien va adopter à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Dans cette vision internationaliste, le Canada est considéré comme une puissance moyenne, un État qui a des intérêts à l'échelle internationale, mais qui n'a pas nécessairement les moyens de les défendre ou de les promouvoir seul. C'est un bon citoyen du monde. C'est aussi, pour reprendre l'expression en anglais, le peaceful realm ou le royaume pacifique, qui serait un exemple pour le reste du monde. Cette vision du Canada a été très bien intégré par la société québécoise. Un des traits qui l'indique, c'est que les partis souverainistes, généralement, lorsqu'ils doivent se prononcer sur des questions de politique étrangère ou même de défense, par exemple au cours des référendums de 1980 et 1995, ont adopté des positions qui sont extrêmement proches de l'internationalisme libéral. Un Québec souverain, par exemple, serait membre des Nations Unies, contribuerait aux missions de maintien de la paix, serait membre de l'Alliance Atlantique et ainsi de suite. Donc, cette idée donc d'avoir ces idées associées à l'internationalisme libéral déterminerait aussi largement l'attitude des Québécois à l'égard de la guerre, notamment le fait que les guerres doivent avoir un caractère juste ou légal, et notamment de recevoir un assentiment des Nations Unies, que c'est une manière pour les Québécois et les Canadiens de se distinguer des États-Unis, et donc de rester loin de cette idée des guerres injustes menées par les États impériaux. Donc, la conclusion, en fait, c'est que si cet internationalisme libéral permet d'expliquer, ou fait, le fait que Canadiens et Québécois tendent à entretenir, à avoir des idées en commun, il faut retourner dans le passé pour aller chercher des éléments qui expliqueraient la distinction entre les deux sociétés. Pourquoi la société québécoise est toujours plus critique ou toujours plus réservé vis-à-vis l'usage de la force en relations internationales. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Cette communication a déjà fait l'objet, en fait, va faire l'objet d'une publication avec mon collègue David Haglund. On va en publier un résumé probablement dans la revue d'études canadiennes au cours des mois qui vont suivre la conférence. Merci à toutes et à tous.